Parfait. C'est bon pour moi. C'est bon? Ouais, Alors, vous l'avez dit, Shafiq, le titre, ah, je vous entends. et voilà, ça marche. Le titre de la présentation, c'est sur le thème globalement de l'archivage. Donc, je vais le définir tout à l'heure en tant qu'avec une approche pour coller avec le thème des Tech Days, c'est-à-dire le lien avec la cybersécurité. Et je pense que l'archivage peut aider, peut avoir un apport pour garantir une meilleure cybersécurité. Voilà, donc je suis aujourd'hui expert indépendant et professeur associé à l'université et je suis toute ma pensée est résumée dans la méthode que j'ai développée pour l'archivage qui s'appelle Arcatech et dont je dirai un tout petit mot tout à l'heure pour illustrer un petit peu ce qu'on peut faire de mon point de vue pour aider à la cybersécurité avec un raisonnement d'archivage. Je commence tout de suite par un fait divers parce que c'est ce qui m'a frappé dernièrement. Cette notion, enfin je vais donner un fait divers, mais il y en a des quantités en fait, sur le fait qu'il y a une attaque, il y a une cyberattaque, et puis on se retrouve à travailler avec du papier et du crayon. Donc l'exemple que j'ai choisi, ça se passe au Japon. C'est une petite ville, il y a je crois, 8 000 habitants. C'était donc il y a un peu plus d'un mois. L'hôpital municipal est hacké, je crois les sauvegardes également. Dans cet hôpital, on avait dématérialisé la gestion des patients et on avait à peu près 85 000 dossiers patients depuis une dizaine d'années, plus du tout de papier. Et voilà que les dossiers patients sont infectés par le virus, par l'attaque. Et donc, on reprend à la mano, voilà, papier, crayon. Mais alors, on se dit, bah oui, ça arrive qu'aux autres. Nous, c'est bien, chez nous, ça va. Mais en France, on en voit tous les jours des exemples. Et ce qui a été remarqué depuis ces 2, 3 dernières années, c'est que les hackers ne s'attaquent pas seulement aux entreprises, mais aussi à la société tout entière, puisque ce sont les hôpitaux, les collectivités, tout ce qui est au service du public. Donc, il n'y a ni foi ni loi pour les cyberattaques et tout le monde est exposé et de plus en plus. Alors moi, quand je vois ça avec mon parcours, j'ai 40 ans de terrain. Donc, vous voyez que l'archivage, c'est formidable parce que je trouve que ça conserve bien. Moi, je ne me suis jamais sentie aussi jeune, donc je continue. Après 40 ans, je continue à travailler sur ces sujets. Vous êtes jeune, Marianne. Oui, 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 mais je m'entretiens avec l'archivage, justement. Donc, il y a le papier, il y a le numérique. Aujourd'hui, je dirais que je suis passée, j'évolue un peu dans la terminologie. C'est vrai, ce dont on parle, c'est plus globalement la gouvernance des données. La cybersécurité en fait partie. J'ai travaillé dans la GED, dans gestion électronique de documents. Je travaillais dans l'audiovisuel. Et j'ai aussi beaucoup planché sur les normes d'archivage électronique qui sont alors là peut-être plus visibles et dont je vais dire un mot aussi. Mais plus globalement, donc mon expertise n'est pas technique, donc c'est pour ça que je ne comprends pas tout de ce qui se dit aujourd'hui, mais je suis très intéressée parce que justement ma recherche, c'est d'articuler mon expertise documentaire et archivistique, avec ce terme un peu rare, mais qui a du sens, tant dans le public que dans le privé, avec les technologies disponibles pour pouvoir faire une approche, une gouvernance plus efficace. Donc moi, ma partie, c'est de dire qu'est-ce que c'est qu'un document et qu'est-ce que c'est qu'une donnée qui engage la responsabilité, donc qu'il faut gérer parce que sinon on a un problème. Qu'est-ce que c'est qu'une information toxique, qu'est-ce que c'est qu'un dossier, etc. Donc des termes qui touchent à la forme de l'information, avec une question majeure qui est liée à la notion d'archivage, c'est combien de temps on garde quoi, pourquoi on le garde et comment. Ça fait beaucoup de questions. Quoi, combien de temps, pourquoi, comment. Voilà, l'archivage, c'est toutes ces questions-là, c'est la réponse à toutes ces questions-là. Et mon approche pluridisciplinaire, hein, c'est de dire qu'on ne peut pas séparer la protection, la conservation. Conservation, c'est l'envers de destruction, donc ça va ensemble, et l'accès, c'est-à-dire la mise à disposition. Donc, là, c'est ce que je vais faire par rapport à l'incident de l'hôpital avec lequel j'ai commencé, avec cette menace de papier, de retour au papier crayon, que je trouve une régression. Moi, quand je vois avec l'expérience que j'ai, comment on a pu en arriver là, comment on a oublié ce qu'on savait faire avant pour la protection des dossiers, je me dis, mais comment ça se passe? Il faut faire quelque chose. Alors, je vais aborder quatre sujets, 4 thèmes.
D'abord, une définition de l'archivage et son lien avec la cybersécurité. Et puis, je verrai deux volets de l'archivage, c'est-à-dire deux qualificatifs. On va parler d'archivage électronique, c'est l'aspect le plus technique, et je parlerai aussi de l'archivage managérial, qui est l'aspect gouvernance. Et puis, j'essaierai de dire comment, concrètement, on peut mettre en place quelque chose pour aider, encore une fois, à la protection des données, à la cybersécurité. Archivage et cybersécurité, donc qu'est-ce que c'est que l'archivage? Alors, il en existe des quantités de définitions. Moi, j'ai la même depuis des décennies, même si je varie un petit peu les mots de temps en temps, mais le fond est le même. L'archivage, c'est une démarche d'entreprise, une démarche globale. On ne peut pas faire de l'archivage dans un coin et pas dans un autre, puisque c'est toute la responsabilité de l'entreprise qui est en cause. Donc, c'est une démarche globale de mise en sécurité dans la durée. Donc, vous voyez que le premier mot, après le mot démarche, le premier mot, c'est le mot sécurité. Pour moi, c'est indispensable. Parce que si on ne met pas en sécurité, on ne peut rien faire après. Donc, c'est une démarche de mise en sécurité des documents et données, on va dire l'information générale, dont le cycle de vie, donc la notion de durée encore, engage la responsabilité de l'organisation ou de l'entreprise. Ça veut dire que si on laisse faire, on va être responsable de ce qui va se passer. On ne va pas retrouver, on va se faire hacker, on va perdre, on va détruire sans faire attention. Il y a tout un tas de risques et je vais reparler beaucoup du risque, qui peuvent apparaître. Donc, on met en sécurité les documents qui engagent la responsabilité. On les met en sécurité avec une durée de conservation motivée. Donc là, on voit bien que l'archivage, ce n'est pas le stockage. Je ne me contente pas d'entasser. Je dois, et ça c'est très clair dans les normes, je ne peux pas mettre quelque chose dans un système d'archivage si je n'ai pas défini combien de temps je veux le garder et pourquoi. Alors, on peut faire des hypothèses, on ne sait pas toujours à l'avance, mais au moins, on doit faire une hypothèse. Et puis, si on conserve, c'est parce qu'on veut pouvoir accéder. Donc, il faut définir des modalités d'accès appropriées. Mais si on s'arrête là, ce n'est pas encore satisfaisant, puisque si on est dans une démarche d'entreprise, surtout aujourd'hui dans une société connectée, donc avec cette menace de cybersécurité, il faut piloter, il faut avoir un système de pilotage et il faut que l'exécution, la mise en œuvre de cette gouvernance, de ce pilotage, soit contrôlée en permanence. Et très souvent, c'est mon expérience, j'ai vu des projets d'archivage où on met en place quelque chose et puis on ne contrôle jamais. Donc, ça pose un problème parce que ce n'est pas une porte ouverte. Il faut pouvoir fermer la porte derrière et vérifier que la porte est bien fermée. Alors, j'ai dit que l'archivage, ce n'était pas le stockage, mais l'archivage, ce n'est pas la sauvegarde non plus. Alors, la sauvegarde, c'est quand même un élément extrêmement important et qui est pris en compte par les directions informatiques, direction des systèmes d'information pour la sécurité, mais ce n'est pas la même chose. Alors, j'essaie de préciser en 2 points pourquoi ce n'est pas pareil. Donc, la sauvegarde, elle est systématique et concerne toutes les données, alors que l'archivage ne vise que ce qui a une raison d'être conservé, quelque chose qui est un objet qui est identifié, ce n'est pas des données en flux. C'est des données localisées, étiquetées, donc qui sont donc pour ça accompagnées de métadonnées, ça s'appelle des métadonnées, c'est-à-dire des informations qui vont permettre de piloter la gestion dans le cycle de vie et qui vont permettre de retrouver l'information par des éléments de description. Donc, on a à la fois des données de gestion et des données de description, ce qu'on n'a pas dans la sauvegarde. Ce que je peux ajouter également pour éviter les confusions, c'est que l'archivage n'est pas la sauvegarde, mais quand vous avez un système d'archivage, lui, il doit être sauvegardé. Ça n'empêche pas, parce que le système d'archivage, il fait partie des applications de l'entreprise, et bien sûr, il faut le sauvegarder lui aussi. Alors, une fois que j'ai dit ça, je vais poser cette question, finalement, qui est le sujet du jour, hein. En quoi l'archivage peut aider la cybersécurité? Alors, j'ai posé 4 questions parce que l'archivage, il n'aide pas à tout. C'est très bien l'archivage, encore une fois, mais ça ne fait pas tout. Alors, est-ce que l'archivage peut éviter l'intrusion? Non, je pense qu'il y a beaucoup d'interventions aujourd'hui qui montrent combien il faut en amont avoir à la fois des outils et des process pour pouvoir mieux se préparer à la sécurité cyber. Mais pour l'archivage, empêcher l'intrusion, c'est carrément non. Ce n'est pas de ça dont je vais parler. Est-ce que ça peut aider à contrôler le mauvais usage des données piratées?
une fois que le piratage a été fait, ma foi, non, ce qui va se passer après en dehors, malheureusement, non. En revanche, il y a 2 autres questions pour lesquelles on répond oui. C'est est-ce que l'archivage peut aider à restaurer les données essentielles? Donc là, j'introduis le terme essentiel. Et là, la réponse, elle est carrément oui. Alors, les données essentielles, ce n'est pas toutes les données. J'ai dit tout à l'heure, on n'archive pas tout. On archive les données essentielles en priorité, mais aussi d'autres. En tout cas, ce que je veux introduire ici, c'est la notion, et c'est tout un travail d'experts et de spécialistes de s'occuper de ces données, de les définir, les données essentielles. C'est la notion en anglais de vital records, qu'on peut dire aussi les données vitales, c'est la même idée, qui peuvent être… Alors, ce qui est intéressant avec cette notion de données vitales, c'est qu'elles sont parfois récentes, parfois anciennes, ce n'est pas une question d'âge, et qu'elles peuvent être conservées hors ligne ou en ligne. C'est ça justement toute la stratégie qu'on peut définir, ou les deux d'ailleurs. Et donc la question, c'est d'identifier dans l'ensemble, dans tout le périmètre de l'information, dans tout le périmètre informationnel de l'entreprise, quelles sont les données essentielles, de manière à se dire, quand je dois me remettre en selle après une cyberattaque, un blocage ou n'importe quel incident dramatique du reste, comment je fais pour mettre mes données essentielles, celles qui permettent à l'entreprise de fonctionner, de repartir, de relancer son activité. Donc voilà, et là, l'archivage, il peut carrément aider. Et puis, il y a encore une autre dimension, je pense, qui est que est-ce que l'archivage peut aider à minimiser les risques en mutualisant la politique sécurité-conservation? Là encore, je dis oui. J'ai travaillé depuis que je suis consultant, ça fait 25 ans. Avant, j'étais fonctionnaire dans le ministère de la Culture à Paris. J'ai appris que dans beaucoup de projets, mais il y a déjà 15 ans, 20 ans, parmi les meilleurs projets d'archivage que j'ai accompagnés, ils étaient adossés à la politique de sécurité de l'entreprise. Et ça m'a toujours paru être quelque chose d'essentiel. Ça s'est un petit peu perdu, et je pense qu'il faut insister là-dessus parce qu'il y a une vraie mutualisation à faire. Alors, ça c'était un petit peu mon introduction. Donc, pour parler de l'archivage électronique, ce qu'on entend aujourd'hui beaucoup dans l'expression archivage électronique, je vais déjà évoquer un peu les références. Alors, l'archivage, il n'est pas lié au support. Je ne l'ai pas dit, mais je devrais parce que c'est tellement évident, mais justement, c'est trop évident. Des fois, j'oublie de le rappeler. L'archivage n'est pas lié au support, c'est une démarche. Donc, si vous produisez du papier, vous archivez papier. On peut numériser derrière, ce n'est pas le sujet, mais si vous produisez numérique, c'est-à-dire la vraie dématérialisation, c'est-à-dire produire numérique et pas scanner derrière, donc si vous produisez numérique, vous archivez numérique. C'est tout simplement ça, avec quelques interférences d'un côté et de l'autre, mais globalement, la philosophie, c'est ça. Mais évidemment, aujourd'hui, comme on est à 95% de production numérique, on est dans l'archivage électronique. Donc, la première chose que j'ai voulu présenter, c'est les normes. Je ne vais pas faire un cours sur les normes, je le fais à l'université, ça dure 3 heures, donc je vais abréger. Je veux juste les lister rapidement. Et je ne vais même pas lire ce que j'ai écrit sur la slide, je vais juste commenter ce que j'ai mis en blanc et en gras, qui sont des types de normes, des groupes de normes. Donc, on a un premier jeu de normes, si je vais quand même citer 15 489, qui est la grande norme internationale pour le records management, qui a plus de 20 ans aujourd'hui et qui reste le socle de toute l'organisation des normes de records management électronique. Donc, je la cite comme c'est le Abraham chez les normes de records management, c'est le père, voilà, le père de toutes les autres normes, le grand-père et l'aïeul. Et donc, je veux citer MOREC 2, qui est une norme de fait européenne et qui a développé donc, toutes les spécifications. Donc, dans la dernière version, il y avait plusieurs centaines de spécifications, vous voyez que c'est assez costaud, qui disent qu'est-ce que le système doit faire pour permettre un archivage sécurisé. Et toutes ces normes qu'on appelle donc de records management, elles ont quelque chose de spécifique, c'est que le records management, qu'on connaît mal encore en France, en fait, exige
la mise en sécurité des documents dès leur création, c'est-à-dire dès qu'ils sont figés, dès qu'ils sont envoyés, dès qu'ils sont signés, dès qu'ils sont validés, et pas quand on n'en a plus besoin, comme trop souvent on entend le mot archivage. Voilà, archivage, c'est quand j'ai plus besoin. Non, moi je suis pas du tout dans cette approche-là. J'emploie le mot archivage au sens de records management, c'est-à-dire je mets en sécurité dès que le document est engageant, dès qu'il a pris une valeur pour moi, une valeur de preuve, une valeur de mémoire, en fait, dès qu'il est figé. Et c'est ça qui est très important. Et je le mets dans un système sécurisé pour prévenir la non-disponibilité dans le temps. C'est le terme qui est utilisé dans les normes de records management. Je m'occupe aujourd'hui du document que je viens de créer ou que je viens de recevoir parce qu'il m'engage dans ce qu'il dit. Et je risque d'en avoir besoin s'il m'arrive quelque chose demain. C'est une question de risque, encore une fois. Et je gère leur non-disponibilité. C'est ça le terme qui est utilisé dans les normes. Il y a un deuxième groupe de normes qui est plus connu sur le plan dans les directions informatiques, souvent, qui est la NF Z42013, qui date aussi de fin 20e siècle, 1999, qui s'appelle Système d'archivage à valeur probante. Et là, le point fort, c'est la garantie qui garantit l'intégrité des documents et des données. Et c'est les deux mots que je veux un peu opposer. Donc, dans le premier groupe de normes avec ISO 15489 et MOREC, on est dans l'attribution d'une règle de vie très stricte à partir de la création de l'information. Et dans Z42013, on est plus dans l'aspect garantie de l'intégrité des fichiers à partir du moment où ils ont intégré le système, où ils sont rentrés dans le système. Et puis, il y a une autre norme qui est très intéressante aussi, qui est la norme OAIS, qui vient du monde des données spatiales. Ça a été fait autour de la NASA au départ, mais c'est applicable à n'importe quel type de données. Donc, OAIS, ça veut dire Open Archival Information System, et c'est une norme qui décrit le processus de pérennisation des données et en passant évidemment par des migrations technologiques, une notion de pactage, de dépactage, de réempaquetage qui est très très précise. Alors les deux normes, les deux groupes NF Z42013 et OAIS, en fait elles ont un peu la même destinée sur le plan, la même finalité sur le plan technique. Je dirais simplement que NF 42013 est plus aujourd'hui orienté document, et OAIS est plus orienté données structurées. Mais les deux maintenant il y a des articulations entre les deux. Et donc c'est toute l'approche. On commence à avoir un arsenal, je dirais, très intéressant au niveau technologique pour répondre à ces besoins de sécurité des dossiers, des données archivées. Et j'ai mis encore sur cette slide une mention pour le règlement eIDAS, qui est le règlement européen qui garantit la conservation la transmission et la conservation de la signature électronique. Je l'ai mis parce que c'est essentiel, parce que de lier ces questions à la sécurité et aux signatures, à l'authentification, à la confiance. C'est-à-dire que l'archivage peut plus se comprendre aujourd'hui s'il n'est pas intégré dans toute la réglementation relative à la confiance numérique. Voilà, donc ça fait un tout. J'ai une autre façon de le dire. Mon schéma, il a quelques années déjà, mais il reste valable. C'est-à-dire que si on prend l'ensemble des normes, qu'est-ce que je veux montrer sans détailler tout ce que j'ai écrit sur ce schéma? C'est qu'on a un côté avec le records management, que je vais reprendre tout à l'heure avec l'expression archivage managérial, qui est plus le pilotage des règles. Quelles règles de conservation et de sécurité pour quel document, et puis tout l'aspect conservation numérique, en anglais digital preservation, qui est comment je sécurise dans la durée les fichiers que j'ai archivés. Vous voyez encore là sur la droite une référence à ISO 9000, c'est-à-dire toute la série des normes qualité, parce que le records management se réfère explicitement aux normes qualité, mais bon, c'est vrai que la qualité, on en parle un petit peu moins aujourd'hui. En revanche, il y a tout ce qui touche aux normes ISO 27000, qui sont, je dirais, un modèle aujourd'hui pour l'archivage électronique, c'est incontournable, et je le dis comme je le pense, toutes les normes d'archivage électronique aujourd'hui se raccrochent, c'est autant de wagons qui se raccrochent à la locomotive ISO 27001. Ça me paraît essentiel de comprendre qu'on est dans cet ensemble-là.
alors, quand Shafik m'a contacté, on a en fait parlé au départ il y avait cette expression, l'archivage électronique, le pilier méconnu de la cybersécurité. En fait, ce titre-là, je vais rendre à César ce qui est à César, c'est un article, une chronique qu'avait écrite Philippe Delahaye, donc qui est un expert en archivage électronique de la société de coffre-fort électronique CDC Archineo, qui est maintenant dans le groupe DocaPost. Et donc, Philippe avait écrit une chronique assez tonique en 2018 avec ce titre-là, dont je vous lis juste un extrait parce qu'il me paraît très, très bien résumer la problématique et ce en quoi l'archivage va aider à la cybersécurité. Il est quasiment impossible d'effacer, d'ajouter ou de dérober des documents stockés au sein d'un système d'archivage électronique conforme aux normes en vigueur. Ces systèmes assurent la sécurité et l'intégrité, j'insiste bien sur ce mot, l'intégrité des documents à long terme en utilisant des procédés cryptographiques évolués, et leurs outils et processus font également l'objet d'audits périodiques très détaillés par les prestataires externes qualifiés à cette fin par les autorités. Alors, on a beaucoup de choses dans cette définition, donc j'insiste bien sur l'aspect, enfin on le voit très bien, hein, en quoi ces pratiques d'archivage électronique et ces outils, ces technologies permettent d'aider à la cybersécurité. On voit le lien avec l'utilisation des procédés cryptographiques, donc c'est toute une batterie de processus, de technologies complémentaires qui vont dans le sens de cette sécurité, donc qui aident à l'archivage, comme lui-même aide à la sécurité. Il y a le fait qu'on est dans une chaîne d'audit, de prestataires, de contrôle, de qualification, donc c'est aussi une dimension qui est assez costaud. Il y a juste un petit point que je veux souligner qui est le mot document, parce que toutes les données aujourd'hui, tout ce qu'on a à conserver et à garantir contre une cyberattaque, ce n'est pas seulement des documents, sous forme de documents, donc il y a aussi toutes les données en flux, et là, peut-être qu'il y a quelque chose à compléter, à poursuivre pour pouvoir archiver de manière très sécurisée des flux de données. Donc là, on est quand même sur l'aspect plus document, mais il est vrai aussi que quand vous vous engagez avec quelqu'un par rapport à la preuve, on est bien dans une forme de document. Mais ça ne remplit pas tout le périmètre informationnel de l'entreprise à sécuriser. Et là, je suis d'accord avec Philippe Delahaye, je fais le même constat que lui, malheureusement. C'est qu'on voit qu'il y a des documents qui sont engageants, qui sont relatifs au savoir-faire. Hein. La notion d'engageant, c'est-à-dire la preuve, et les documents qui tracent des savoir-faire, c'est les deux grandes facettes de ce qu'on doit archiver en général. Et ces documents, on constate qu'ils sont souvent simplement stockés sur des serveurs ou des disques durs non sécurisés et faciles à pirater. Donc, on voit bien que quand les gens stockent dans leur bureau des documents papier, bon, bah, c'est pas grave. Si on peut entrer dans le bureau, mais peut-être moins facilement que dans le serveur, je sais pas, ou dans le disque dur. En tout cas, le numérique fragilise les choses, c'est clair. Il y a aussi un autre constat ou une autre facette du constat, c'est que et ça, c'est un vrai problème de formation, je pense, et de sensibilisation, c'est que les utilisateurs ont dans l'idée qu'on attend d'avoir plus besoin des données pour les archiver, donc les mettre en sécurité. Et là, il y a vraiment une faille à corriger. Donc, l'archivage, au sens où je l'ai défini, aurait permis que ces fichiers soient mis en sécurité et si besoin hors ligne, hein, quand c'est vraiment très essentiel, ou avec plusieurs sauvegardes, dès leur création, donc au sens du records management, même si les utilisateurs gardent une copie de travail. Alors, on va me dire, ça fait beaucoup de documents à stocker, mais si je reprends l'exemple de l'hôpital, quand on a des données dont on est en train de gérer, on est en train de soigner les gens, on peut avoir toutes les données qui sont figées, donc les actes opératoires, les examens, les tests, les analyses, etc. Donc, des documents qui ont une date précise et on peut en faire d'autres, mais les examens, ils ont leur propre date, donc on peut les mettre en sécurité et travailler avec des copies de travail.
c'est pas, si c'est hacké, bon, les données peuvent partir à l'extérieur et être manipulées, mais on a quand même, au niveau de la restauration, on peut retravailler en ressortant les fichiers archivés. Donc, c'est dans ce sens-là que je voulais souligner l'intérêt de l'archivage. Une autre approche de l'archivage, c'est l'aspect gouvernance. Donc, c'est l'archivage managérial. L'archivage managérial, c'est l'expression qui correspond en français à peu près à Records Management. C'est une expression qui a été créée par un club qui s'appelle donc le club de l'archivage managérial, par le CR2PA, donc les chefs de projet d'archivage, qui s'est créé, ce club à Paris en 2008, donc ça fait presque pas tout à fait 15 ans, et dont un des slogans est de dire que quand les règles du jeu, c'est-à-dire comment on doit gérer les documents, lesquels, combien de temps, avec quoi, etc. Donc, quand les règles du jeu sont définies et comprises par tous les acteurs, donc les utilisateurs, ceux qui gèrent les supports, ceux qui exploitent les données, etc. Donc, une fois que les règles sont comprises par tout le monde, les outils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, c'est une position du club qui dit on donne souvent priorité aux outils sans penser à qu'est-ce que je vais mettre dans l'outil et sans penser à la sélection des données, sans identifier ce qui est essentiel, les données vitales, etc. Donc, on a un positionnement règle avant l'outil, c'est ça le credo. Et puis, le club insiste aussi beaucoup sur le fait que l'archivage est d'abord une affaire de management, parce que c'est une affaire de risque. Et donc, c'est lié au PCA, au PRA. Ça, je l'ai vu dans plusieurs de mes projets qui étaient aussi très, très intéressants, structurants, parce que c'est lié à ces notions-là de plan d'activité, avec cette notion toujours de vital records. Et c'est l'idée que l'archivage est une assurance. Alors, ça me frappe beaucoup parce que je lis régulièrement dans des interviews, dans différentes revues, le fait que des directeurs de systèmes d'information, donc comme Marc Darmon pour Thales, récemment, là, en début décembre, que le coût de la sécurité est infiniment moins important que le sinistre. Donc, c'est exactement le principe de l'assurance. Donc, c'est ce qu'on dit aussi, c'est ce que disent les responsables, les experts d'archivage managérial depuis toujours, c'est que c'est une assurance. On va payer un peu à chaque fois pour payer moins demain s'il y a un sinistre. C'est exactement cet état d'esprit. Un petit mot sur le fait que l'archivage est souvent conçu de manière négative, c'est vrai, mais qu'on peut aussi le présenter de manière positive. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est qu'on dit qu'il faut éviter de faire ci, c'est le risque de non-disponibilité. Donc, tout ça, ce n'est pas très séduisant et ça ne porte pas une image négative. Ça porte une image négative qui est pas favorable, alors qu'en fait, on pourrait dire qu'il faut agir et identifier, mettre en sécurité les documents essentiels. Et là, je voudrais prendre, à contrario, une idée qu'on a souvent dans les entreprises, qui est une fois par an, on fait un cleaning day et on va jeter ce qui n'est pas important. Pour moi, ce n'est pas vraiment ça qu'il faudrait faire. C'est pas se focaliser sur ce qu'il faut jeter, c'est se focaliser sur ce qu'il faut conserver, sur ce qui est le plus important. Donc, c'est cette mentalité-là qui me paraît encore pas tout à fait acquise et qui positiverait complètement l'archivage. Donc, je voulais juste signaler ce point. Encore un aspect pour l'archivage managérial qui est que l'humain est un facteur essentiel. J'écoutais tout à l'heure une remarque là, dans les questions qui ont été posées avec l'intervention précédente, qui soulignait aussi le fait que si on a des outils, mais pas les gens qui sont formés et sensibilisés à s'en servir, on ne pourra pas avancer. Donc, on insiste aujourd'hui, et tant mieux, sur la place de l'humain dans la réussite de la technologie. Et je cite juste deux articles qui, pour moi, sont… Effectivement, j'ai plaisir à lire ça parce que c'est ce que je pense depuis tout le temps. L'humain, futur rempart contre les cyberattaques.
Et puis quelque chose plus récent dans le même ordre, même idée, l'humain, l'éternel maillon faible de la cybersécurité. Mais il y a des réponses à tout ça. Bon, on sait bien que beaucoup de virus viennent par les mails. Il y a toute une autre dimension dont je ne parlerai pas aujourd'hui, qui est l'archivage des mails. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour cette démarche le mail, c'est quelque chose de tellement personnel, on a tous des adresses qui sont perso, comment la relation entre chaque individu, chaque utilisateur et sa boîte mail, il y a un côté là une part importante de sensibilisation des utilisateurs à la cybersécurité et à l'archivage. Là encore, je dirais, c'est le même combat. Donc, comment on peut concrètement, en archivant d'une certaine façon, contribuer à la cybersécurité? Donc, je vais détailler un petit peu 2 actions concertées. Donc, d'une part, il y a une question, une approche d'évaluation des risques de non-disponibilité et je rajoute de surconservation, c'est-à-dire que les données, si on les garde trop, si on les détruit trop tôt, ça peut poser un problème parce qu'elles seront plus disponibles après. Si on les garde trop longtemps, il peut y avoir un problème aussi, notamment depuis le règlement, le RGPD, le règlement pour la protection des données, dans la mesure où si vous conservez trop longtemps sans justification, donc on revient dans cette notion de conservation motivée, si vous conservez trop longtemps sans justification, vous allez aussi avoir des problèmes. Donc il y a des problèmes par rapport à la CNIL, mais des données qui sont conservées alors qu'elles ne devraient pas et qui sont en plus hackées, c'est double peine, si je puis dire. Donc, il faut peut-être vraiment penser à ça et faire attention. Donc, archiver ce qui doit l'être uniquement. Donc, c'est cette question d'évaluation, d'étiquetage, de qualification sur laquelle je vais revenir. Et puis, on a une deuxième action en parallèle qui est d'organiser la conservation et donc la restauration derrière par rapport à une cyberattaque possible au meilleur coût, parce qu'il ne faut pas dire on n'a pas un budget ouvert pour faire tout ça, et il faut aussi réfléchir à ce que coûtent les choses et à voir, comme on disait dans l'émission télévisée, il faut rechercher le juste prix pour chaque action. Donc, on a identifié la première démarche, c'est évaluer les risques, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on veut archiver? Et la deuxième, c'est comment on va les conserver, avec l'idée de trouver la meilleure adéquation entre ce que j'évoquais déjà, sécurité, accès, pérennité, conservation, et puis détruire ce qui doit l'être ou ce qui n'est plus utile. Donc, pour évaluer les risques, je le dis et le redis, on ne peut pas protéger ou archiver vraiment les choses, on peut les stocker, mais on ne peut pas les archiver valablement si on ne les qualifie pas et si on ne leur donne pas une règle de vie. Après, à ce moment-là, on fait encore une fois, on fait du stockage, pas de l'archivage. Donc, qualifier les données, ça veut dire dire quel est le niveau de risque et quelle est la conservation associée à ce niveau de risque. Et donc, ça peut porter sur un document PDF, comme c'est le cas le plus souvent dans la norme Z42013, mais pas seulement. On peut archiver toutes sortes de choses, donc des fichiers 3D, une boîte de données, une boîte mail, un flux entrant, toutes sortes de choses. À partir du moment où il y a un enregistrement quelque part, c'est un objet qu'on peut archiver. Et donc, l'idée, c'est d'attribuer une règle de vie spécifique à chacun de ces objets, en anglais, en assets, les actifs informationnels de l'entreprise, en fonction de ce risque et encore une fois, dès sa création. L'idée, c'est de pouvoir dire qu'à partir du moment où ce document a été figé ou a été identifié comme étant une trace, une preuve datée, localisée, il faut pouvoir gérer son cycle de vie et l'accès. Pour le deuxième élément, c'est organiser la conservation. Donc, quand je dis organiser la conservation, il y a le fait que les données qu'on a conservées sont localisées et stockées quelque part. Elles ont leurs règles de sécurité et leurs règles d'accès, ce qui est souvent antinomique d'ailleurs. Donc, il faut arbitrer. Il y a les processus de restauration, comme on va faire si on a besoin. On ne peut pas tout restaurer en même temps. Et puis, c'est aussi lié avec qu'est-ce que je détruis, quand je peux le détruire, comment je le détruis. Donc, l'idée, c'est d'identifier, il y a un petit mot en trop dans ma phrase, excusez-moi, c'est identifier la solution qui répond le mieux au cahier des charges. J'aime bien cette idée de cahier des charges
qu'on va analyser pour l'ensemble du périmètre informationnel de l'entreprise, l'ensemble des données, structurées ou non, et pour chacun de ces assets, chacun de ces objets d'information à la fois, et qui est la résultante de tous les besoins. Donc, il y a pérennité, disponibilité, sécurité, c'est toujours le même trio. Et ça, on doit le définir pour chaque type d'objet ou chaque catégorie ou chaque ensemble d'objets parce qu'on a des besoins qui sont hétérogènes et on doit trouver pour chaque objet la meilleure formule. Donc, ça peut être une sauvegarde ou deux sauvegardes, ça peut être sur un serveur parce que ce n'est pas des données majeures ou dans un coffre-fort ou les deux. Il faut pouvoir définir les modalités de restauration, comment on va procéder parce que qu'est-ce qui sera prioritaire pour faire une restauration. Je repense toujours à tout ce qui se passe dans les hôpitaux où les gens se ressortent leur papier, leur crayon. Je trouve ça vraiment… l'idée est épouvantable. On doit pouvoir automatiser ce qui peut l'être. Donc, la notion de classification automatique peut être intéressante. Voilà, il y a plusieurs choses à développer. Là, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Il ne faut surtout pas sous-dimensionner la règle et le cahier des charges, mais il ne faut pas le surdimensionner non plus. J'ai connu beaucoup de projets d'archivage où on met les petits plats dans les grands pour des données qui n'en ont pas, qui méritent pas autant d'honneur, alors qu'ailleurs, il y a des données essentielles qui sont pas du tout sécurisées. Donc, il faut vraiment avoir une démarche globale et toujours, encore une fois, et toujours, je le répète, veiller à la juste règle, au juste prix, et c'est vraiment une politique globale. Donc, j'aime bien aussi cette idée d'être raisonnable et proportionné qu'on trouve dans le groupe de réflexion Sedona aux États-Unis, qui est un groupe que je suis. Et puis, ce que disent aussi les normes, c'est qu'il ne suffit pas de faire bien, il faut être efficace, et là encore, c'est une question de prix. Et je redis encore une fois, tout ça s'intègre dans la gouvernance d'entreprise avec le plan de reprise d'activité ou le plan de continuité d'activité d'abord, le RGPD et ses contraintes, les infrastructures de stockage, les migrations technologiques, voilà, c'est un tout. Donc, qualifier les données, je vais juste terminer en disant que, donnant une petite évocation de la méthode Arcatech où j'ai mis toute mon expérience professionnelle aujourd'hui, qui est mon outil de travail, parce qu'il y a plusieurs méthodes ou pratiques pour qualifier les données et leur cycle de vie. Mais bon, voilà, moi, j'en ai cherché une, je ne l'ai pas trouvée, donc je l'ai inventée. Et aujourd'hui, c'est Arcatech, archivage par catégorie, qui est un kit de records management, c'est-à-dire complètement conforme. Et en fait, ma remarque, c'était que je voyais que dans tous les projets d'archivage, on réinvente des classifications de données, des plans de classement qui prennent beaucoup de temps et qui ne sont pas pérennes parce qu'il y a toujours des choses nouvelles, des supports nouveaux, des applis nouvelles, etc. Donc, on ne finit pas de courir derrière le train. Et donc, je me suis dit, on va essayer de faire quelque chose de simple et de pérenne. Et je propose ainsi, donc Arcatech propose une classification des données universelles, c'est-à-dire simple, donc globale, basée sur 100 valeurs de l'information qui sont combinées par 3 données, enfin qui combinent 3 données, la notion de risque, qui peut être élevé, moyen ou faible, la notion de durée, donc le court, moyen ou long terme, parler en années, c'est pas très pertinent. Déjà, si on parle en termes, c'est pas mal. Donc, je précise quand même que par rapport à l'archivage court, moyen, long terme, c'est plutôt 3-5 ans pour le court, 10-15 ans pour le moyen et 30 ans et plus pour le long terme, parce qu'on a des données qui doivent être conservées très, très longtemps. Donc, c'est plutôt ces ordres de grandeur-là. Et prendre en compte, en tout cas, Arcatech le fait aussi, prendre en compte le mode de production. Donc, on a parfois des données qui sont produites de manière chronologique, on a des données qui sont agrégées en dossiers avec, au fur et à mesure de l'avancement des affaires. On a des données qui sont mises à jour périodiquement et d'autres non. Voilà, il y a différents modes de production et c'est pas mal aussi d'en tenir compte. Voilà. Donc, pour moi, Arcatech est mon outil de travail à partir de là pour codifier très facilement l'information et pas réinventer la poudre pour chaque projet. Et donc, ce que je disais à l'instant sur le mode de production, et j'aurais pratiquement terminé ma présentation,
il y a encore de la recherche. Enfin, bon, moi, je suis professeur associé à l'université, donc je m'exprime là plutôt comme enseignant-chercheur, si je puis dire. Et puis, j'ai quelques contacts aussi avec des chercheurs en intelligence artificielle. Il y a des choses à faire encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de travaux à mener pour améliorer nos capacités de résoudre tous ces problèmes. Et je pense qu'on pourrait analyser davantage les possibilités technologiques pour mieux archiver, mieux définir les objets qu'on veut archiver. Donc, je fais juste cette remarque-là sur cette slide pour illustrer mon propos plus général que je viens de faire. C'est que dans l'environnement papier, d'où vient l'archivage, hein, parce que le numérique, c'est quand même assez récent par rapport au papier qui a plusieurs millénaires, enfin oui, millénaires, et puis avant le papier, il y avait parchemin, avant il y avait tablette d'argile, etc., mais toute la logique est la même, puisque c'est des humains qui interagissent et qui laissent des traces. Donc ça, mais avec le numérique, c'est toujours la même définition, et on veut les garder dans le temps parce que ça représente une preuve. Tout ça, ça n'a pas changé depuis 3000 ans. Donc, je reviens à mon sujet. Dans l'environnement papier, un dossier est une entité physique, parce que si on ne regroupe pas dans une chemise tous les documents qui concernent ce dossier, on aura du mal à y accéder, puisque la finalité, c'est quand même d'avoir l'info le jour où on en a besoin. Donc, il y a cette notion d'entité physique. Alors qu'avec le numérique, et ça, la norme MOREC que j'ai mise en avant tout à l'heure le dit très bien, la notion de dossier, elle est physique, elle n'existe pas, ça n'a pas d'intérêt. Le dossier, c'est une entité logique. C'est-à-dire, la chemise est remplacée par une métadonnée, et la métadonnée, elle permet à la fois de gérer un ensemble de gérer des règles de destruction, d'accès, et elle permet d'accéder au contenu aussi avec une métadonnée qui reconstitue le dossier pour l'utilisateur, pour le requêteur. Donc ça, c'est un point, je trouve, qui est très, très important, parce que si on pense ça, on doit pouvoir, ça a une incidence sur l'archivage, on doit pouvoir procéder à la mise en sécurité dans la durée, donc ce que j'appelle l'archivage d'une manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus proche de la production, et par exemple, donc, mettre les données en sécurité de manière chronologique, c'est-à-dire en flux, et puis donc faciliter la création du dossier par la requête de consultation. Voilà, donc j'ai quasiment terminé. Je résume juste pour dire que l'archivage, il va aider la cybersécurité en ayant une analyse qui va permettre une gestion différenciée entre les dossiers figés et ceux qui sont en cours, les données essentielles et les données de travail, les données fréquemment consultées, celles qui sont vraiment des données d'assurance qu'on ne consulte pas souvent, mais qui sont importantes quand même. Il y a la différence entre le court, le moyen, long terme, j'en ai parlé tout à l'heure, et la notion de degré de confidentialité. Voilà, donc l'idée, c'est que l'archivage managérial, la réflexion sur qu'est-ce qu'on doit archiver, pourquoi, qu'est-ce qu'on doit sécuriser, pourquoi, prend en compte toutes ces facettes et doit apporter ça à une meilleure gestion de la cybersécurité. Voilà. Donc, pour moi, je plaide pour une gouvernance des données qui soit mutualisée avec tous les aspects. Donc, la cybersécurité, je suis complètement d'accord pour dire que c'est le document, enfin l'approche fondamentale, c'est l'enjeu du jour, pas simplement aujourd'hui, 18 décembre, mais c'est l'enjeu de l'année et de la décennie, et que les notions de conservation et d'accès se rattachent à ça, mais ça doit être articulé. Voilà, donc pour une évaluation du risque et un ajustement beaucoup plus performant des outils et des process pour renforcer à la fois sécurité et pérennité des données, au moins des données vitales. Voilà, merci à tous de votre écoute, et je suis à vous si vous avez des questions. Merci beaucoup, Marianne. Alors, je vais juste couper la scène, pardon. Ah. Je suis là. C'est juste, j'écoutais sur 2 périphériques, donc ça a fait du scène. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Ouais, il y a déjà une première question, moi j'en ai aussi. Donc là, de Mégasline qui demandait, mais bonjour, quand vous parlez d'archivage, est-ce que cela concerne un archivage à 3 hors connexion? C'est la question. Non, je parle de l'archivage en général, et effectivement, ça peut être
Ça peut être hors ligne. Moi, je n'utilise pas l'expression à froid, mais je vais l'utiliser. C'est pas grave, je la comprends très bien. C'est hors ligne ou pas. Justement, ce que je dis, c'est qu'on doit prendre on doit raisonner en amont pour dire ceci doit être à froid, ceci doit être à chaud, en fonction justement des risques qui sont observés, en fonction de l'analyse qu'on peut faire. Donc, c'est les deux. Le fait que ce soit à froid ou pas, c'est une conséquence, c'est un moyen qu'on peut, enfin une réponse qu'on va donner à la question quelle est la valeur de l'information dans la durée? D'accord. Quel est le Euh, risque? ok. Moi, j'ai une première question un peu générale. Est-ce qu'on progresse, Marianne Chabin? Est-ce que les entreprises françaises, sur votre analyse, parce qu'effectivement, comme vous êtes professeur sur voilà, de nombreuses années d'expérience, est-ce que vous voyez une progression justement sur la prise en compte vraiment de l'archivage au sein des organisations? Il y a peut-être un accélérateur avec le RGPD, mais même avant, est-ce que vous sentez qu'il y a une progression par rapport à ça? Une meilleure prise en compte et des budgets alloués à ça, parce qu'effectivement, comme pour la cybersécurité, il faut les moyens nécessaires. Écoutez, j'hésite un peu à me prononcer parce que c'est un peu dans une fourchette, mais j'ai quand même Ouais, envie de dire que c'est une stagnation. Parce d'accord. qu'en fait, c'est des vases communicants, c'est-à-dire on gagne, on a des technologies qui sont performantes, mais donc on va dire on a des outils. Donc moi, je vois beaucoup, j'ai beaucoup de cas où on dit on va se donner les moyens parce qu'on a compris qu'il y avait un problème pour faire un système d'archivage électronique. Mais en même temps, on ne réfléchit pas à ce qu'on met dans le système. Donc, du coup, on laisse plein de choses éclore hors du système. Donc, on n'est pas protégé au global. Donc, en fait, je dirais que c'est vraiment ça, c'est des vases communicants. On fait du plus et on fait du moins. Quand je disais en commençant que je vois que, y compris en France, hein, dans les hôpitaux, on recommence avec un papier et un crayon, je me dis là, c'est une régression. Je suis désolée, là, c'est une régression. C'est pas normal d'en arriver là. En revanche, bon, il y a d'autres éléments où on progresse et vous l'avez dit, Shafiq, le RGPD pour moi, j'ai salué le RGPD comme étant le sauveur de l'archivage quelque part parce que il y a cette obligation de prendre en compte la valeur des données dès leur production, de pouvoir motiver pourquoi on les garde ou pourquoi on les crée, déjà quelle est la finalité. Ça, c'est vrai que j'ai pas utilisé le mot, mais c'est très important. Quelle est la finalité? Quelle est la motivation de conservation ou pas? Donc là, on progresse. D'accord. Donc, il y a du plus et du moins. Ok. Et est-ce que, moi, j'ai pas du tout votre expérience, mais savoir un peu, lorsqu'on compare la France avec d'autres pays, les pays anglophones, est-ce que il y a, pareil, est-ce que c'est les mêmes méthodologies ou est-ce que, par exemple, dans les pays anglophones ou aux États-Unis, est-ce que l'archivage est mieux pris en compte qu'en France? Est-ce qu'il y a des éléments qui permettraient de comparer où on se situe par rapport à d'autres pays? Alors, il y a plusieurs éléments. Donc, traditionnellement, le monde anglo-saxon met en avant la notion de records management, c'est-à-dire je Ouais. prends l'information, moi je l'ai vu dans des entreprises américaines, quand un document, quand un contrat est signé ou une donnée importante est produite, on la met au record center dès le début et on travaille avec une copie, alors qu'en France, on travaille avec l'original et puis au bout de 3 ans, on le met dans un carton. Donc, il y a du mieux au niveau anglo-saxon. Ceci dit, j'ai un indice qui me fait penser que le records management est aussi un petit peu en perte de vitesse, c'est que dans la formule, dans la version anglaise du RGPD, le GDPR, le mot record est complètement évacué. Ah, Donc, en fait, on est dans le monde de la donnée aujourd'hui, on est dans la sécurité des données. Donc, les gens qui s'occupent de records management, ils ne sont pas forcément beaucoup aidés par les nouvelles tendances aussi. Il y a un peu le même phénomène où on est sur une évolution du monde, une prise en compte de la donnée avec une technologie très forte. Mais il y a des gens qui travaille sur la notion de confiance, en revanche, aux États-Unis, qui est assez importante. d'accord. Merci. Alors, je reprends la question de Marc.
tout de suite. J'en ai d'autres en tout cas me concernant, je profite au maximum. Alors, où stocker les données archivées? Le cloud, serveur de l'entreprise. Est-ce que faut-il redonder le stockage des données archivées? Quelles sont les bonnes pratiques? Voilà, Marc qui fait Oui, plusieurs questions alors générales. merci à Marc pour cette question que j'aime bien parce que j'y réponds en citant Alain Juillet, donc l'ancien directeur de la DGSE en France, qui disait ça dans une interview en 2014, mais je n'ai pas trouvé mieux depuis. C'est-à-dire que si c'est pas trop important, dans le cloud, ça va très bien. Si c'est très important, un cloud sécurisé. Et si c'est très, très, très important, éventuellement, on fait même avec… on le met hors ligne, quoi. Voilà, c'est relatif. Ça dépend vraiment de la valeur des données. Et redonder le stockage, oui, absolument. Quand elles sont importantes, oui. Et aussi, c'est en fonction de ce risque que je disais tout à l'heure, hein. Donc moi, je fais toujours trois. Enfin, c'est une manière un peu facile peut-être de répondre, mais j'aime bien faire trois cases, faire trois tas. Il y a bon, tout venant, hein, le courant. Il y a ce qui est important et il y a ce qui est très très important. Et là, D'accord. on mégote pas, on fait trois sauvegardes. Voilà. Ok. Je rebondis par rapport à cette question de Marc et sur les bonnes pratiques. Justement, une entreprise qui souhaite se lancer, justement, une jeune entreprise dans l'archivage, quels conseils on peut lui donner d'entrée pour appliquer des principes de base en matière d'archivage? Qu'est-ce que on peut lui donner comme conseil? Une jeune entreprise qui démarre, mais qui a pris en compte, qui a pris en compte cette nécessité de mettre en place de l'archivage au sein de son organisation. Donc, avant même de se développer, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil d'entrée pour que… C'est vrai que quand on est comme une start-up, Voilà, le mot archivage, ça paraît tellement… on verra plus tard, c'est vraiment pas l'urgence. Donc, l'idée, c'est de dire qu'est-ce qui est le plus engageant pour moi. Donc, c'est vraiment de revenir à cette notion de vital records. Quelles sont les données essentielles dont je vais avoir besoin dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Voilà, il n'y en a pas tant que ça. Je veux dire, pour moi, quand je dis c'est quelque chose qui est engageant, si vous avez si vous avez signé des contrats, c'est forcément quelque chose qui va être touchy pour la suite, quoi. Donc, mettre en sécurité. C'est la notion de coffre-fort autrefois, si vous voulez. Si je reviens, j'ai parlé un peu de coffre-fort, mais c'est quand vous avez une entreprise qui se crée en 1960. Il y avait un coffre-fort à la direction générale et on y mettait les contrats et les trucs importants et les trucs confidentiels. Donc, je pense que l'idée reste valable, mais il faut juste adapter aux outils. d'accord. Je peux citer une très grosse Oui, oui, entreprise française qui faisait ça. J'ai trouvé un document de 1932 d'une très grosse entreprise française qui existe toujours et qui disait dès qu'un contrat est signé, on le met aux archives. Donc, vous voyez, de ce point de vue-là, on a régressé. d'accord. Ah, je vois quelque chose qui vient de tomber. Alors toujours, c'est bien, Marc, existe-t-il une différence entre données d'archivage et données historiques? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Marc, Je vais dire autrement. je vais essayer de lui activer le micro pour voir s'il peut compléter. Marc, tu peux activer ton micro normalement si tu veux. Voilà, parfait. Oui, je ne sais pas si on m'entend. Ouais, très bien. Oui. Oui. Alors, donc, c'est les données historiques qui peuvent être dans le temps. Ça peut être des photos que l'on souhaite parce que, bon, ça fait partie de l'histoire. Ah, alors, oui, parce que je pensais que c'était peut-être l'historique des modifications sur un fichier ou des choses comme ça. Non, d'accord. Sur les documents et les données historiques, c'est un statut. C'est une qualité, hein. On qualifie ces photos d'historiques parce qu'on veut les garder. D'ailleurs, on ne va peut-être pas les garder toutes. Enfin, c'est à vous de dire lesquelles ont une valeur pour l'histoire. Donc, c'est une valeur pour l'histoire, pour la mémoire, c'est un statut. À partir de là, forcément, vu leur intérêt, la durée de conservation est très longue. Et donc, à ce moment-là, on va les archiver pour une très longue durée. L'archivage, c'est le process.
Le document historique, c'est le statut, c'est la valeur de l'information. Voilà. Après, toutes les expressions sont bonnes, mais voilà, pour dissocier, on a d'abord la valeur et après, on archive pour un très long terme. Ok, merci. Moi, il y a une question là qui vient de tomber, qui me demande quel est votre secret de jeunesse, Marianne Chabin, sur l'archivage? Moi, je vous demanderai en ligne qui c'est qui vous demande ça. Non, cette passion, en fait, cette passion qui perdure pendant… Parce que je trouve que c'est comment dire, un sujet qui est souvent mal aimé et tout. Moi, je suis passionnée, comme bon, ça se voit, mais parce que je trouve que c'est très intéressant. Aujourd'hui, je regarde tous les jours, tous les matins, plusieurs fois par jour, ce qui se dit sur LinkedIn, ce qui se publie dans la presse et tout ça. Et j'y trouve tellement matière à réfléchir et à réinventer ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'aime bien faire de la recherche. Faire de la recherche, c'est toujours très, très… ça vous booste, hein, parce qu'il y a toujours des nouveaux sujets. Donc, comment archiver le numérique, comment on va conserver les choses demain, pourquoi, comment toutes les implications de la société connectée, qu'est-ce que c'est que l'archivage du web, qu'est-ce que c'est que la preuve dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est que comment on conserve les décisions des dirigeants de ce monde quand ils prennent leurs décisions par tweet ou sur Telegram. Voilà, ça c'est des notions qui m'intéressent, donc voilà, ça me maintient en bonne forme intellectuelle. Il y a aussi le fait d'enseigner. Enseigner entretient bien aussi parce que les étudiants sont exigeants. D'accord, merci. Il y a Clément Domingo qui nous a rejoint. Je t'ai fait activer le micro parce que demain, tu interviens sur ce qu'on appelle ce que tu appelles toi le second brain, donc le deuxième cerveau. Le fait que, comme disait Marianne Chabin là à l'instant, c'est-à-dire qu'effectivement, elle trouve très, très intéressant tout ce qu'elle voit, tout ce qui est publié sur les réseaux, notamment sur LinkedIn. Et toi, tu as aussi donc, un peu cette méthodologie où tu vas aller récupérer l'information que tu juges utile et tu vas l'archiver, entre guillemets, tu vas le mettre de côté au cas où un jour tu as besoin de l'utiliser. Tu peux faire appel. C'est bien ça, Clément? Ouais, salut Marianne, salut Shafik. Je suis désolé, j'ai pas pu suivre la présentation de Marianne, mais j'imagine que c'était très intéressant. Bon, là, je suis un peu plus les questions, les réponses de Marianne, mais déjà, je pense que sur l'archivage, on en parle très peu. Moi, je vais plus revenir un peu sur l'aspect ransomware et autres, et très, très, très souvent d'ailleurs, hélas, quand des clients, des sociétés, des personnes se font concrètement, leurs données sont prises en otage, qui subissent ce qu'on appelle des incidents donc de cybersécurité. Ils reviennent soit un mois, 2 mois, parfois 6 mois en arrière, et ça peut faire très, très, très mal. Et donc, d'où vraiment l'importance de faire de l'archivage. Et puis après, pour rebondir un peu plus par rapport au fait d'aller récupérer des choses, mais des choses utiles, de les mettre quelque part dans un second cerveau ou dans des notes pour le faire, oui, totalement, totalement d'accord. Et du coup, demain, on va en parler un peu plus et surtout de manière concrète. Merci. Et je pense, voilà, de toute façon, Marianne a acquiescé, était d'accord sur effectivement cette méthodologie-là. Parfait. Je ne sais pas s'il y a d'autres, si vous avez des questions à poser à Marianne Chabin, n'hésitez pas. Hein. Donc, Marc a beaucoup réagi. Hamza, si tu veux intervenir, tu peux également. Juste avant Tiens, vas-y. tant que j'y ai, j'aime bien poser cette question. Est-ce que, Marianne, aujourd'hui, si vous perdiez, en tout cas, si on vous volait votre ordi, votre téléphone, chose que je ne vous souhaite pas, ou même que vous l'oubliez quelque part entre 2 aéroports ou 2 gares, est-ce que vous pourriez repartir à 80, 70, voire 100% de zéro, parce que vous avez pris le temps de faire de l'archivage, des sauvegardes et tout ce que vous avez pu peut-être présenter? Est-ce que vous l'appliquez à vous-même? Oui, j'applique ma méthode et j'applique ce que je professe. Alors, moi, je suis quelqu'un qui est branché tout le temps, mais qui n'est pas trop réseau malgré tout. Donc, moi, si on me pique mon téléphone, il n'y a rien dedans, donc ça ne me gêne pas.
Mon ordi, en revanche, ne vous avisez pas de me le piquer, ça ne me plairait pas C'est du tout. vrai. Et Ok, donc ça veut dire que là, vous pouvez me donner votre téléphone, Marianne. Si vous n'avez rien, si vous en fichez, donc vous pouvez me donner votre téléphone. je vous donne mon numéro? Non, non, Bah non, non, le bah non, vous téléphone me donnez votre physique. téléphone. Oui, ben, mon téléphone, oui. Moi, voilà, tout est enfin, moi, je ne veux pas en dire trop non plus, mais bon, mais mon Oui. Ah bah non, ordinateur, il est bah quand non, même très c'est ce bien que vous venez, sauvegardé. Et ce que vous venez de dire, je ne c'est que dirais pas comment, vous en mais foutez sur si on me le pique, là, Mhm. je perds 90-95%, je pense, pas plus. Ah oui, Mais quand je Moi, même. je vais ne dis alors. pas comment je fais quand même. D'accord. Ok, bon, bah moi, Mais je vais alors me. c'est délibéré. Hein. Je prévois, si vous voulez, c'est toujours cette histoire des 80-20 ou des 90-10, enfin, la loi de Pareto que je m'applique souvent. Je ne cherche pas à sauvegarder 100%. Mais quand quelque chose est vital pour moi, j'ai le réflexe, hein, depuis le temps, de le mettre en sécurité plus. Et même à la journée, quand je fais que je rédige quelque chose et que je n'ai qu'un exemplaire et tout ça, je vais me l'envoyer par mail pour sécuriser sur mon serveur mail, en attendant que je fasse une copie améliorée, etc. Donc, j'ai tout un tas de process perso qui font que je réponds aisément à votre question. Qu'est-ce que c'est? Je garde. J'étais en train de lire la question, excusez-moi. Ouais, ouais. Oui, pour moi, je m'applique ça et je suis assez tranquille. Il peut toujours y avoir un gros problème, mais je suis assez tranquille par rapport à la perte des données. Et voilà, je fais ce qu'il faut en termes d'archivage et de sauvegarde. C'est-à-dire que pour moi, l'archivage, c'est étiqueter et donner une règle. Après, voilà, on différencie archivage et sauvegarde, comme vient de dire Koun. Ouais, Hamza, tout à fait. A priori, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres questions. Non, Hamza, non. Ok, bah, a priori, il y en a pas d'autres. Un grand merci donc Marianne pour la présentation, pour tous les éléments d'éclairage, parce que je pense, en tout cas, je pense que tous ceux qui ont assisté et ceux qui vont voir le replay, ils vont adorer l'archivage désormais. Ceux qui, Ah oui, voilà, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je prône énormément dans toutes mes missions RGPD, c'est absolument qu'il y ait de l'archivage, qu'on mette en place de la classification de données et derrière de l'archivage. Donc, j'espère que effectivement les organisations vont se lancer, ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et je vous remercie vraiment chaleureusement d'avoir pris le temps de venir partager toutes vos connaissances sur ce thème-là avec nous. Bonne continuation dans l'archivage. On va continuer, de toute façon, moi je vais continuer à vous suivre sur LinkedIn. merci beaucoup, Jafik. Et puis, au plaisir d'un autre échange. Et Avec merci à plaisir. tous et bonne continuation. Merci Marianne. Alors, hop, je vais arrêter l'enregistrement.